Et j'attends qu'il soit 15h02 en Europe continentale et puis on commence. Voilà. OK. C'est parti. Bien, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette seconde session de notre série de webinaires éducatifs. Voilà, on pense que dans le contexte actuel, c'est un bon moment pour vous partager du contenu éducatif et vous aider vraiment à vous guider dans votre compréhension de l'univers des cryptoactifs. Donc, avant de commencer la présentation, je vais lire juste un petit disclaimer d'informations importantes. Donc, ce webinaire et la présentation qui l'accompagne ont un caractère purement informatif. Cette présentation ne constitue ni une offre d'achat, ni de vente, et elle n'est pas une sollicitation d'offre, d'achat ou de vente. Voilà, cela étant dit, de toute manière, nous n'allons pas parler de produits. Aujourd'hui, le sujet, c'est les cas d'usage dans le monde réel des cryptoactifs, mais aussi la valorisation. La valorisation qui est un sujet qui revient toujours sur la table lorsqu'on rencontre nos prospects et nos clients. Donc, on va essayer de vous évoquer dans des termes simples voilà, les choses qui, nous pensons, font sens. Donc, j'ai avec moi Draman, notre responsable produit aux États-Unis et en Europe. Et puis, eh bien, allons-y. Alors, concernant les cas d'usage, voilà, vraiment juste à titre d'introduction, ouais, voilà, c'est le bon slide. Voilà. Donc, à titre d'introduction, je pense il est quand même toujours important de rappeler que nous, notre vision de l'univers des cryptoactifs, c'est un segment de ce qu'on appelle cryptocurrency, hein, donc le moyen de transférer de la valeur via des réseaux décentralisés, sécurisés. Et ensuite, il y a tout ce que j'appelle l'infrastructure. Hein, de ces technologies, donc les smart contract platforms, les solutions de layer 1 pour rendre ces plateformes plus scalable, plus rapides, etc. Et ensuite, tout ce qui est le monde des applications décentralisées, qui, au stade d'aujourd'hui, sont surtout, je dirais, des concepts et qui ne sont pas encore adoptés massivement par les utilisateurs Internet. Mais si on step back, en fait, cryptoactifs, ça peut vraiment avoir un impact sur énormément de choses de nos vies quotidiennes. Donc, tout d'abord, évidemment, des moyens de transférer de la valeur de manière beaucoup plus rapide, moins coûteuse et de manière très sécurisée, hein, via des réseaux comme Bitcoin, Ethereum ou les applications stablecoin. Mais on rappelle bien que les stablecoins ne sont que les technologies qui utilisent l'infrastructure et donc les smart contracts. On a récemment entendu beaucoup parler de la tokenisation. Donc, ces technologies-là pourront permettre bien de prendre tout type d'actifs réels et de leur créer une sorte d'identité digitale afin de pouvoir, eh bien, par exemple, diviser le nombre de porteurs, pouvoir échanger des actifs peu liquides de manière beaucoup plus simple et efficiente. Il faut rappeler aussi que ces réseaux, ça va vraiment apporter pas mal de choses pour tout ce qui est infrastructure décentralisée d'un point de vue données. Quand on parle, on avait pas mal parlé du Web3 lors de notre dernière session. Et là, l'idée, c'est que peut-être que les utilisateurs d'Internet pourront être propriétaires de leurs données grâce à ces réseaux. Et ensuite, il y a tout ce qui est digital culture, gaming. Donc, comment avoir des représentations uniques d'un objet, quel qu'il soit, via un NFT. Et enfin, l'avenir tout simplement des systèmes monétaires avec des central banks, enfin des monnaies, des fiat currency vraiment de banques centrales, alors qui seront, je pense, pour la plupart au sein de réseaux blockchain privés, mais qui pourraient avoir la possibilité d'opérer avec des réseaux ouverts tels que Ethereum pour offrir plus qu'un transfert de monnaie, mais peut-être voilà, faire des prêts, interagir avec l'univers de la finance décentralisée. Donc voilà, vraiment, c'était juste très introductif. Je vais passer la parole à Draman qui va vous donner des exemples de sociétés qui intègrent ces solutions pour soit améliorer leurs services ou comment on pourrait, nous, être utilisateurs de ces technologies. Attends, t'es muté, t'es muté. D'accord. Non, merci Ben et merci à tout le monde de nous rejoindre pour cette deuxième session. Nous, on aime beaucoup parler de cas d'usage et d'adoption parce qu'in fine, je pense que c'est le vrai test de toute nouvelle technologie. C'est dans quelle mesure ça finit par résoudre
les problèmes du monde réel. Et on a vu une grande évolution sur les dernières années. Comme Ben a brossé un peu le cadre hein, de ces cas d'usage, je vais vous en parler quelques-uns très rapidement, où on se rend très vite compte que d'un point de vue technologique, il y a un avantage technologique à utiliser, par exemple, le système blockchain pour les paiements. Et l'un des cas dont on parle très souvent, c'est par exemple Cash App, qui est une application de paiement de pair à pair très utilisée aux États-Unis et dans d'autres pays, qui permet donc d'envoyer et de recevoir des valeurs en utilisant le Lightning Network. Le Lightning Network, c'est un réseau qui est un layer 2 d'une certaine manière de Bitcoin, en fait. Donc, ça permet d'utiliser le réseau Bitcoin décentralisé pour envoyer de la valeur. Et pourquoi c'est utile? C'est parce que grâce à cette technologie, on est capable d'envoyer des valeurs à n'importe qui, partout dans le monde, et avec un dénouement instantané. Et si on compare ça à ce que les systèmes de paiement traditionnels nous offrent, c'est sûr qu'en Europe, on peut faire un paiement instantané de personne à personne, mais c'est toute une histoire quand on veut faire un paiement d'un compte bancaire européen à un compte bancaire aux États-Unis ou dans d'autres régions du monde. Donc, il y a ce gros avantage-là déjà d'utiliser Bitcoin et Lightning Network pour faire des paiements. Et le deuxième cas d'usage, c'est Google qui, comme vous l'imaginez, avec toute la clientèle que Google a de par le monde, c'est un peu la croix et la bannière pour collecter des paiements de ses clients. Et ce qu'ils ont réalisé, c'est que la plupart de ces clients-là, si on leur permettait d'acheter en crypto ou en stablecoin, ça serait beaucoup plus facile. Donc, c'est une décision très, très, très pragmatique qui leur permet donc de recevoir des paiements, des factures directement en crypto. Et en le faisant, il sort du problème d'ouvrir des comptes bancaires dans tous les pays. Parfois même, le client qui a envie d'utiliser le service de Google n'a peut-être pas forcément un compte bancaire dans le pays. Ça peut être un digital native. Ça peut être quelqu'un qui est digital native, quelqu'un qui, pour une raison ou pour une autre, n'a pas envie d'utiliser l'infrastructure bancaire. C'est beaucoup plus rapide de recevoir des valeurs grâce à la crypto. Parce que le coût d'entrée, c'est juste d'avoir un wallet crypto et tu peux envoyer. Donc, sur le côté paiement, ça marche très bien parce que les paiements qui utilisent l'infrastructure blockchain marchent 24 sur 24, 7 jours sur 7 toute l'année. Ça va beaucoup plus vite et on a la certitude du dénouement de la transaction à temps à zéro. Donc, ça, c'est l'un des premiers cas d'usage où les paiements, où l'infrastructure blockchain crée un nouveau paradigme qui est meilleur que l'ancien déjà. Et cet avantage technologique pour nous, avec le temps, il va être évident à de plus en plus de personnes et on croit à la croissance justement du blockchain for payment, des cas d'usage du blockchain pour le paiement. Et en lien aussi avec les paiements, l'une des classes de crypto qui a beaucoup d'intérêt pour les institutionnels, c'est tout ce qui est stablecoin. Un stablecoin, c'est une crypto-monnaie dont le prix est arrimé à un autre actif. En général, ça peut être de l'or, donc ça peut être des commodités. En général, c'est arrimé à des monnaies fiat. Donc, typiquement, quelqu'un va émettre des dollars ou des euros stablecoin, mais qui sont backés par des dépôts dans une banque ou par des investissements dans les bons du trésor, donc dans les actifs qu'il y a de plus sécurisés au monde. Et c'est pas l'avantage, et de façon similaire à ce qu'on disait pour Lightning Network, c'est que grâce à la technologie blockchain, on est capable d'envoyer des valeurs beaucoup plus vite et de déployer un système de paiement à quasiment tout le monde. Et c'est pour ça que PayPal, qui est très bien connu comme un innovateur dans le domaine des paiements, a lancé il y a à peine quelques mois son stablecoin. Dans l'idée, ça sera qu'avec le temps, si ça marche bien, le stablecoin va prendre des parts de marché au paiement par carte de crédit, par carte de débit, par transfert bancaire. Et grâce au paiement stablecoin, le dénouement se fera de façon beaucoup plus rapide pour les paiements entre différents pays. Et pour le faire, ils utilisent la blockchain Ethereum. Et c'est important de mentionner la blockchain qu'ils utilisent parce qu'en utilisant la blockchain Ethereum, ça crée de la valeur pour Ethereum, mais encore, ils payeront des frais d'utilisation à Ethereum. Et ces frais d'utilisation, c'est ce qui va justifier la capacité de valoriser l'actif parce que Ethereum est l'infrastructure sur laquelle PayPal émet son stablecoin. Et si PayPal arrive à avoir 10 milliards, 50 milliards d'euros de capitalisation du marché de son stablecoin avec des mouvements très, très réguliers, toute cette valeur qui est créée pour chaque transaction
PayPal paye quelque chose à Ethereum et ce qu'il paye à Ethereum nous permettra de construire, on va dire, même un compte de résultats d'Ethereum parce qu'on est capable de dire, écoute, plus d'utilisation des stablecoins, ça fait plus de revenus pour Ethereum et plus de revenus pour Ethereum nous permet de valoriser Ethereum en multiples de revenus et en utilisant ce genre de métriques que vous connaissez bien. L'autre exemple, c'est dans le domaine du NFT et de l'entertainment. Parce qu'en général, il y a beaucoup de focalisation sur les cas d'usage financier. Ça se comprend parce que c'est peut-être ce qui attire le plus les investisseurs institutionnels ou qui réveille un peu en nous le animal spirit, comme les Anglais le disent. Mais l'un des secteurs qui a le plus embrassé la technologie Bitcoin, crypto et blockchain, ce sont les entreprises de luxe et ce sont les entreprises de sport. Et dans leur esprit, c'est vraiment tout ce qui est dans l'ordre du NFT, par exemple. Le NFT qui permet d'émettre un objet numérique différent. De sorte que j'achète un objet physique, j'achète un objet Louis Vuitton physique, je suis capable d'avoir le NFT qui montre qui est la preuve de la possession. Et ce NFT peut être la représentation de cet objet physique dans le métaverse. Et ça, c'est top parce que ça permet à quelqu'un de prouver déjà qu'il possède l'objet physique et ça permet à la personne aussi de montrer la possession. Parfois, je pense qu'il y a beaucoup d'objets qu'on paye parfois pour des raisons ostentatoires. On était capable de le faire dans le monde réel. Là, on sera aussi capable de le faire dans le monde virtuel. Et comme ce sont des monnaies digitales, on peut les transporter très facilement et on peut les utiliser même comme port d'entrée. Ça peut servir de ticket d'entrée à des événements, par exemple. Parce que tu le transportes, ton certificat te le transporte directement sur forme numérique et grâce à lui, tu peux avoir des expériences. Et c'est dans la même logique, l'expérimentation de Nike avec les NFT qui serait dans des jeux e-sport. Et le dernier point que je couvre rapidement, Ben en a parlé, c'est tout ce qui est de l'ordre de Central Bank Digital Currency, qui sont les monnaies numériques de banque centrale. L'idée, c'est que les banques centrales, dans un monde de plus en plus virtuel, on se rend compte que la monnaie imprimée en papier circule de moins en moins. Mais la monnaie digitale qui circule en général, c'est de la monnaie privée. C'est la monnaie qui est émise par des acteurs. Ça peut être des banques, mais ça peut être des acteurs comme PayPal. Ça peut être aussi des acteurs comme Mastercard ou Visa, en fait. Donc, un gouvernement, le souverain, il se demande parfois quel est le rôle que j'ai à jouer dans un monde de plus en plus digital. Et est-ce qu'il n'y a pas une opportunité pour une banque centrale d'émettre l'équivalent digital de sa monnaie? L'idée étant que même s'il y a des formes de monnaie privée, c'est important d'avoir une option publique. Ça, c'est une réflexion que toutes les banques centrales ont de façon générale. L'avantage avec la technologie blockchain, c'est que ça permet d'émettre cette monnaie numérique en utilisant une infrastructure qui est déjà testée. Si tu utilises l'infrastructure de Ethereum, par exemple, on sait que cette infrastructure, elle existe, elle marche très bien parce qu'il y a des milliards et des milliards d'euros de transactions qui se font dessus. Donc, une banque centrale peut utiliser une version d'Ethereum qui, elle, va être permissionnée. Donc, ce n'est pas ouvert à tout le monde, mais c'est ouvert à un certain nombre d'acteurs. Mais la technologie est déjà là. Donc, le coût de développement de la technologie n'est plus un problème. La technologie existe, elle est déjà testée. Donc, ça représente un gros avantage en termes de facilité à déployer des concepts de Central Bank Digital Currency. Il y a beaucoup de pays qui sont déjà dans l'expérimentation en Suisse, mais aussi l'un des cas les plus avancés qu'on voit, c'est par exemple au Brésil, où la Banque centrale est vraiment à fond dans l'expérimentation avec l'utilisation de la technologie blockchain, la technologie des registres distribués pour éventuellement émettre des monnaies de banque centrale. Et l'avantage, c'est que grâce à une monnaie de banque centrale numérique, tous les services, une grande partie des services bancaires de détail peuvent être disruptés. C'est-à-dire, si la Banque centrale nous donne une façon très simple d'envoyer de la valeur de pair à pair, on aura peut-être moins besoin d'utiliser les services bancaires pour cela. Et donc, il y a beaucoup de questions de compétitivité et d'impact des monnaies numériques des banques centrales sur le secteur bancaire. Je pense que ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup des itérations qu'on voit ne sont pas forcément les plus aboutis parce que je pense qu'il y a un gros enjeu de compétitivité et de déplacement de l'industrie bancaire que les gens prennent au sérieux. Et on peut parler à foison des autres cas d'usage, notamment avec des banques et des acteurs qui émettent des bons en utilisant la technologie blockchain, notamment Siemens qui le fait bien en Allemagne parce que la réglementation allemande le permet, ou JP Morgan qui utilise aussi la technologie Decentralized Finance, DeFi, pour dénouer certaines transactions d'achat de bons, notamment. Donc, Ben, je pense que ça, c'est
peu Ouais, et le tour sur ça, d'horizon sur certains cas d'usage qu'on voit. peut-être que je rebondirai, comme il y a des Français dans la pièce, que aussi Société Générale, avec leur filiale SG Forge, est très impliquée dans l'exploration de projets pour rendre typiquement l'émission d'obligations, l'émission de produits structurés, la gestion de trésorerie, via les réseaux blockchain qui pourraient clairement améliorer la gestion des corporates. Mais alors pour parler un peu d'évaluation, peut-être à titre vraiment introductif, pour nous, c'est toujours la même fonction, hein. C'est toujours c'est un mix entre un art et une science. Plus l'actif, je dirais, est mature et a un business model qui est bien connu de tous, plus son évaluation se rapproche à une science et plus l'incertitude est moindre. Typiquement, voilà, Apple aujourd'hui, il est bien à droite de ce slide. Je suis sûr que si on parlait il y a 30 ans, Apple serait bien à gauche de ce slide. Et puis, lorsqu'on regarde de crypto, effectivement, Bitcoin, c'est le premier crypto actif, c'est le plus mature, c'est celui qui a un cas d'usage bien connu, donc peut-être le moins incertain. Et effectivement, tout ce qui est token de digital culture, là, on est vraiment dans des idées très futures. Donc, on pense vraiment qu'il faut voir ça un peu comme un art de capital risque. Si tu peux passer au prochain slide pour vous donner les éléments vraiment de base de notre vision de la valorisation. Donc pour crypto, c'est un monde différent, c'est pas des stocks, c'est pas des bonds. Effectivement, il y a un cadre traditionnel, hein, où on va regarder les fondamentaux, l'offre et la demande, les politiques monétaires de ces actifs. Donc ça peut être des choses que vous allez bien comprendre. Ou si on parle d'Ethereum, par exemple, qui lui a un taux de rendement de par la validation en proof of stake, on peut aussi réfléchir à une notion de cash flow. Mais ce qui est très important, c'est qu'aussi ces actifs donnent des données on-chain. Donc vraiment, au sein de ce qui se passe sur la blockchain, tout est public, tout est ouvert. Donc on a quand même de nouvelles perspectives qui doivent être prises en compte lors de la valorisation de ces actifs. Et évidemment, voilà, sa tokenomie, politique monétaire entre guillemets. Et le dernier point très important, et nous c'est vraiment comme cela qu'on voit crypto. Pour nous, c'est en fait comme du VC liquide. Donc, c'est vraiment de l'investissement dans des réseaux start-up technologiques, mais qui ont une liquidité quotidienne. Donc là, c'est vraiment, je dirais, l'approche capital risque, hein, qu'il faut garder en compte. Voilà, ça c'est vraiment pour je dirais, mettre la couche de base. Et là, maintenant, on va regarder donc trois choses. On va regarder le Bitcoin, on va regarder l'Ethereum, donc paiement Bitcoin, smart contract platform Ethereum, et enfin, une des applications décentralisées la plus mature, Uniswap, un échange de decentralized finance. Tu peux continuer. Ok, donc pour Bitcoin, c'est donc la crypto-monnaie de choix. Euh, on- Il y a, il y a, il y a, il y a certains éléments d'analyse, Ben. Je sais pas, quels sont les éléments que Ouais, tu non, mais ça, c'est regardes de façon générale? Ouais, on voulait vraiment juste vous faire un petit récapitulatif de la narrative et du cas d'investissement de Bitcoin. Donc Bitcoin, ça reste quand même jeune, hein. Ça a été créé suite à la crise financière. Nous, on pense pas forcément que Bitcoin va remplacer, hein, toutes les monnaies avec ce qu'on vous a dit auparavant, mais on pense que ça peut vraiment soit être un moyen de paiement hors du réseau monétaire. Donc pour des pays qui ont des problématiques, ça peut apporter une solution au quotidien. Mais nous, vraiment, la façon dont on voit Bitcoin, c'est de se dire que c'est un candidat à une réserve de valeur digitale. Alors, c'est un candidat, c'est pas le cas aujourd'hui, sa volatilité le prouve. Si on demande à beaucoup d'investisseurs traditionnels, est-ce que le Bitcoin est un store of value? Clairement, on va nous dire non. Mais nous, on pense que c'est vraiment un bon candidat et on le voit un peu comme une start-up d'or, étant donné que ses paramètres sont vraiment bien plus supérieurs à celui de l'or. Et puis aussi, Bitcoin peut être utilisé, par exemple, pour être un réseau de paiement, peut-être remplacer Swift, être un réseau qui va être utilisé entre les différentes central bank digital currency pour faire du cross-border. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on met un peu ces questions-là. Est-ce que c'est une monnaie? Est-ce que c'est juste un réseau au transit de la valeur? Est-ce que c'est une commodité?
Est-ce que c'est juste un système de paiement ou un or numérique? Si tu peux passer peut-être au prochain slide, on regarde un peu voilà, Bitcoin en tant que potentiel or numérique et les Et je pense choses. que le point, de façon générale, Ben, et c'est vraiment, c'est pour ça qu'on a l'image de l'ornithorynque, qui est un animal, on va dire, bizarre. C'est un mammifère, mais il pond des œufs, il a un bec de canard, il est venimeux et il a la queue d'une taupe. Donc, parce que l'idée pour nous, c'est un peu ça, Bitcoin. C'est très nouveau, mais ça remplit beaucoup de fonctions. Et ce dont on est sûr, c'est que le fait que ça puisse avoir toutes ces fonctions de hors numérique, réseau, monnaie, ça crée beaucoup d'optionnalités pour la valeur de cet actif. Et ça, c'est très important à garder à l'esprit quand on le regarde, parce que on est encore à une phase Bitcoin est assez jeune en tant qu'actif. Donc, il y a beaucoup de cette optionnalité qui va être évidente avec le temps. Mais à date, il y a deux cas d'usage qui sont importants à garder à l'esprit quand on parle de valorisation. C'est le cas d'usage d'or, de remplacer l'or, et c'est le cas d'usage de remplacer un peu la monnaie fiduciaire dans ces usages. C'est pour ça qu'on commence en général en comparant certains des attributs de Bitcoin avec l'or et la monnaie fiduciaire. Et ce dont on se rend compte, c'est que ça marche très bien sur la plupart des critères qui sont importants quand on est en train d'évaluer un actif de thésaurisation comme l'or ou la monnaie fiduciaire. Mais ce qui n'est pas top, c'est l'historique parce que c'est un actif très récent, ça a 15 ans d'âge comparé à l'or ou à la monnaie fiduciaire qui existe depuis très, très, très longtemps. Et la volatilité qui, oui, on le sait, c'est un actif qui est très, très, très volatile. Mais la volatilité, c'est quelque chose, on sait qu'avec le temps, avec l'institutionnalisation, la volatilité, elle va converger vers celle du secteur de la technologie, par exemple. Mais sur tous les aspects qui comptent, notamment la capacité de vérifier que mon Bitcoin, il est réel, la fongibilité ou même la portabilité, qui est clé parce que la portabilité, c'est j'ai 100 millions d'euros en Bitcoin équivalent. C'est juste une chaîne de caractères, c'est la clé privée que j'écris sur un bout de papier ou que je peux mémoriser et c'est fini. Je suis capable de transporter 100 millions, 200 millions comme ça. Ça, c'est très important. Et l'aspect de la rareté aussi. Et comme Ben le disait, c'est la politique d'inflation de Bitcoin, elle est connue à l'avance et elle va converger vers zéro au fur et à mesure. Et si tu compares cette politique d'inflation à l'inflation du monde réel où on a maintenant des taux d'inflation de 4-5% dans les pays développés et beaucoup plus élevés dans les marchés émergents, ce différentiel d'inflation crée de la valeur pour Bitcoin de façon générale. Donc, l'idée, c'est ça, c'est comparer à l'or et comparer à la monnaie fiduciaire, Bitcoin a beaucoup de points positifs. Et ça justifie un peu dans l'esprit de valorisation, par exemple, d'une startup que Bitcoin va prendre des parts de marché de l'or et des parts de marché de la monnaie fiduciaire avec le temps. Et c'est vraiment peut-être pour nous la meilleure façon de capturer le potentiel de croissance de cet actif. C'est combien de pourcentage de la capitalisation du marché de l'or Bitcoin peut prendre, combien de pourcentage des cas d'usage de la monnaie fiduciaire Bitcoin peut prendre. Et on n'est pas les seuls à le penser. On a peut-être été un peu trop tôt, mais aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs très crédibles de la finance traditionnelle le pensent. Je veux dire, moi, on était tous choqués, contents d'entendre Larry Fink reconnaître il y a quelques mois que Bitcoin, c'est de la monnaie, mais c'est international. Et comme c'est international, c'est décentralisé, qu'on ne peut pas créer de la censure sur Bitcoin, ça va transcender n'importe quelle autre devise. Et ça, je pense que ça, c'est le plus grand marché possible d'être capable de transcender n'importe quelle devise et la somme de toutes les devises. Et ceux qui ont été sur le marché depuis très longtemps, comme Paul Tudor, James Kim, gérant de hedge fund très célèbre, lui, il fait toujours référence à Bitcoin comme à ce qu'il a vu dans l'industrie de l'or dans les années 70. Et pour nous, on se dit que c'est comme ça que ça va se développer. Bitcoin est comme de l'or numérique, mais il est émergent dans ces cas d'usage. Donc, c'est une alternative. Et comme l'or, c'est une alternative qui est indépendante du système financier, qui est indépendante du gouvernement. Donc ça, c'est très important pour ceux qui considèrent le thésauriser dans l'or, c'est parce que c'est en dehors un peu du contrôle du souverain ou de la politique monétaire. Et sur les 15 années d'existence, on a vu qu'avec le temps, Bitcoin a pu renforcer son cas d'usage justement de monnaie ou de devises déconnectées du système financier traditionnel. Je dis, cette année, par exemple, aux États-Unis, quand les banques régionales américaines faisaient faillite, ça a été l'une des meilleures semaines de Bitcoin. Parce que
les clients, les investisseurs, in fine, ont commencé à comprendre que oui, si je veux un actif qui soit en dehors du souterrain, c'est vrai qu'il y a de l'or, mais il y a aussi une autre façon de faire ce trade, c'est grâce à Bitcoin. Et pour nous, ça sera l'une des dynamiques les plus importantes, c'est la capacité de Bitcoin de prendre des parts de marché de l'or. Et pour pousser un peu l'analyse à sa limite, ce que certains acteurs font, pour, quand ils essaient de voir quelles sont les cibles de prix d'un certain horizon, de façon générale, comment ils y pensent en termes de combien de différents cas d'usage de l'argent Bitcoin va prendre au fur et à mesure en réalité. Et ça, c'est la liste des cas d'usage qu'on connaissait. En tant que, je dis même si je prends le bear case, ou qui dit qu'en tant qu'actif en tant que trésorerie pour les entreprises, Bitcoin sera à zéro. Mais que pour tout ce qui est transfert de valeur transfrontalier, 5% des remittances soient faits en Bitcoin et 5% pour tout ce qui est utilisation dans les pays émergents qui sont beaucoup plus volatiles, qui ont un taux d'inflation très élevé, que ce soit juste 0,5% de part de marché que ça prenne. Pour tout ce qui est dénouement des valeurs, donc que ce soit 1%, et pour sa capacité à prendre 20% des parts de marché de l'or, on se retrouvait avec une valorisation du Bitcoin à 258 000, 260 000 environ. Et ça, on a déjà fait du 7x ou du 8x. Et ça, c'est le bear case scénario. Et pour nous, c'est vraiment l'une des meilleures façons de concevoir le potentiel de Bitcoin. C'est vraiment de comparer à quelle est la capacité de Bitcoin à prendre des parts de marché de l'or. Pour nous, pour l'or, Bitcoin va prendre beaucoup de parts de marché de l'or parce que c'est de l'or digital, c'est de l'or qui va beaucoup plus vite, c'est de l'or qu'on peut transporter plus vite et qu'on peut prouver beaucoup plus vite. Et ça va également prendre beaucoup de parts de valeur, de parts de marché dans tout ce qui est transfert d'argent d'un pays A à un pays B. Et sur la base de ces deux éléments seulement, il y a à boire et à manger si on pense upside en termes de valorisation. Ben. Ouais, super, merci Norman. Alors, on va maintenant un peu parler de Ethereum. Mais déjà au préalable, donc Ethereum aujourd'hui c'est la plus grande plateforme de contrats intelligents, donc qui permet de transférer de la valeur sous certaines conditions, d'accord? Maintenant, si on recule un peu et qu'on réfléchit à nos vies quotidiennes, hein, que ça soit enfin, je dirais, ce qu'on fait sur Internet, acheter un appartement, enfin, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de transferts de valeur qu'on effectue qui sont conditionnés hein, à des conditions. L'idée de ces technologies-là, c'est qu'on peut tout coder hein, de manière transparente, de manière ouverte et ben, tout simplement améliorer ces process. Donc vraiment, pour nous, l'idée, c'est que Ethereum, c'est la base, enfin, ou du moins le concept, c'est la base de comment on va transférer des valeurs dans nos vies quotidiennes via Internet. Mais il n'y a pas que Ethereum. Hein. Il y a beaucoup d'autres smart contract platforms qui ont des capacités différentes. Nous, on ne sait pas quelle sera ou quelles seront les plateformes de contrats intelligents qui seront massivement adoptées. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Ethereum, c'est la plus utilisée, c'est celle qui a une plus grande capitalisation de marché. Donc, c'est pour ça qu'on prend vraiment l'exemple de Ethereum. Encore une fois, voilà, aujourd'hui, c'est la plateforme de contrats intelligents la plus décentralisée. La plupart des projets d'applications décentralisées utilisent Ethereum pour pouvoir fonctionner. Donc, ce qui signifie que plus il y aura d'adoption d'applications décentralisées, plus il y aura de demandes d'espace, de blocs au sein de ces réseaux. Et pour effectuer ces transactions, il faut payer un frais de transaction dans le cryptoactif du réseau, donc en l'occurrence Ethereum. Donc vraiment, l'idée, c'est de se dire que plus cette technologie-là va être adoptée par des applications données, plus il y aura de besoin de sourcer l'Ethereum pour les faire marcher. Donc, c'est pour ça que je pense que la phrase du fondateur est assez intéressante, c'est que la vraie valeur de l'Ethereum, elle est dans la valeur de son écosystème. C'est un écosystème qui est énormément en développement et on aime bien le voir voilà, comme un ordinateur mondial, ouvert, open source, voilà, qui a vraiment vocation à transformer la façon dont on regarde Internet et la valeur. Et donc, effectivement, contrairement à Bitcoin, c'est vraiment très différent. Je sais pas, Draman, si tu peux voilà, un peu détailler comment nous, on voit la valorisation des smart contract platforms avec l'exemple d'Ethereum. Non, ça marche. Merci, Ben. Et je pense que le point de base, c'est vraiment de penser à ça comme une machine sur laquelle tout un chacun peut venir et créer des applications.
Et une fois qu'on crée une application, pour que l'application fonctionne, il faut de l'Ethereum. Il joue sur les termes parce qu'ils appellent ça gas fee. C'est comme tu as une machine, pour que la machine marche, il faut y mettre de l'essence. Et l'essence, c'est ce que tu paies à Ethereum. Et le plus d'applications seront construites sur Ethereum, le plus on aura besoin de payer justement cette essence pour faire marcher les applications. Et donc, Ethereum est au niveau de l'infrastructure. Et en tant qu'infrastructure, elle aura d'autant plus de valeur que d'applications seront construites parce que les applications qui sont construites ont besoin de la monnaie native d'Ethereum pour fonctionner sur elle. Donc, une grande partie de la capacité à analyser Ethereum, c'est vraiment la capacité à analyser tous ces cas d'usage qui se développent et qu'on appelle euh, applications décentralisées ou decentralized application. Et mais dans l'analyse, l'analyse est très proche de l'analyse qu'on ferait d'un utility company, par exemple, ou d'une entreprise d'informatique qui fournit du computing power. Et je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs de la finance traditionnelle qui comprennent mieux Ethereum parce que ça ressemble à une entreprise qui produit un service et pour utiliser le service, on paye des frais d'accès. Et ici, on montre un peu qu'Ethereum fait de l'argent. Ils font de l'argent parce que les gens, les utilisateurs, pour pouvoir les utiliser, ont deux façons de payer. Tu payes des frais de base, des gas fees, et si tu veux que ta transaction soit exécutée en priorité, il y a aussi le moyen de payer des frais prioritaires. Et l'idée, c'était juste de montrer comment ça évolue avec le temps. Et ça, c'est ce qui montre que même dans le bear market dans lequel on est à date, il y a toujours beaucoup d'utilisation du réseau. En fait, les gens continuent de payer pour que les applications marchent. Et une fois que le marché aura tourné, que la dynamique haussière se sera renforcée, ça sera un autre ordre de grandeur en termes de montants des frais qui sont payés pour utiliser le système. Donc ça, c'est le premier point, c'est ça. C'est-à-dire des gens rationnels décident de développer leur application sur Ethereum et décident de payer pour le privilège d'utiliser Ethereum. Et ça, pour nous, c'est une validation par le marché qui est très importante. Et pour remettre tout ça ensemble, vu comment Ethereum fonctionne, c'est assez, c'est beaucoup plus, on va dire, simple ou beaucoup plus proche de ce qu'on connaît en termes de valorisation. Comme Ethereum génère des flux de revenus, on est capable d'utiliser la méthode DCF avec quelques adaptations qui sont propres au réseau décentralisé. On est capable de faire la méthode DCF parce que Ethereum, c'est comme une entreprise de computing qui vend ses services à des acteurs qui l'utilisent pour ceci ou pour cela. Et en fonction des perspectives, des scénarios de croissance qu'on fait sur les applications décentralisées qui l'utilisent, on peut simuler des chemins de revenus et donc faire une application DCF pour Ethereum. Ou l'autre approche, ça peut être l'approche que les consultants aiment bien, c'est celle de addressable market. Donc, quel est le marché potentiel qu'Ethereum peut prendre? Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire, Ethereum, il a cette vocation un peu à être utilisé comme de la monnaie. Il y a certaines personnes qui transigent, qui utilisent Ethereum un peu comme Bitcoin pour envoyer des valeurs parce que ça va aussi vite et ça marche aussi bien que Bitcoin. Mais comme Ethereum se positionne comme une machine virtuelle, l'un des cas d'usage les plus naturels, c'est quelle part de marché Ethereum peut prendre de toutes les grosses boîtes de technologie en réalité. Parce qu'in fine, si ça marche très bien, plutôt que de construire un Facebook comme Mark Zuckerberg l'a fait il y a 20 ans, l'idée, ce serait que tu veux construire ton Facebook, ton application sociale décentralisée sur Ethereum. Et ce faisant, tu paierais des frais d'utilisation au réseau Ethereum. Et c'est la même chose pour Apple aussi, où tu veux créer un service, par exemple, de cloud, tu le créerais plutôt sur Ethereum. Donc, l'idée, c'est que la valeur d'Ethereum peut s'exprimer en termes de quelle part de marché des fonds, donc Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google, Ethereum est capable de saisir. Et ça nous donne on parle de plusieurs milliers de milliards d'euros en termes de capitalisation boursière là-bas. Ou il y a aussi des métriques on-chain qu'on peut utiliser, notamment en termes de la maturité du réseau, c'est-à-dire combien de personnes utilisent le réseau, quelles sont les activités des développeurs, parce qu'in fine, les développeurs, c'est eux qui créent de la valeur, c'est eux qui créent les applications. Donc, le plus d'utilisation des développeurs, le mieux ça sera. Mais je pense que de façon générale, les métriques on-chain, elles s'inscriraient en termes d'augmenter une analyse qu'on aurait fait, une analyse fondamentale ou une analyse par la taille de marché, parce que ça donne un ordre de grandeur de la maturité, du potentiel de croissance qui peut servir à justifier telle
ou tel scénario de croissance. Et finalement, il y a l'approche par les multiples. Comme puisqu'on est capable de faire un revenu, de montrer un chiffre de revenu pour Ethereum, on peut naturellement utiliser des multiples comme price to sales, par exemple, pour Ethereum et dire, OK, comme une boîte de technologie, ça peut être valorisé à 10 fois, 20 fois le revenu et expliquer pourquoi Ethereum, c'est un bon cas pour une boîte de technologie, ce que c'est en fait. Donc, je pense que Ethereum, dans l'analyse, dans sa valorisation, on a beaucoup plus d'outils d'outils très proches de la finance traditionnelle qu'on peut utiliser pour émettre une opinion de valorisation. Ben, je pense qu'on va maintenant faire le dernier cas qui est celui sur les Ouais, applications décentralisées, n'est-ce pas, Ben? Donc, ouais, tout à elle fait. utilise Ethereum. Et allez, vas-y, Ben. Non, c'était juste pour dire que là, on regarde vraiment Uniswap, qui est une des plus grosses applications décentralisées et qui est un projet qui est vraiment utilisé. C'est un échange en fait, c'est tout simplement, c'est comme un stock exchange, hein, mais dans lequel on transite des paires de crypto-actifs uniquement. Et le système de market making, en fait, passe par des pools de liquidités. Donc, c'est en fait vraiment repenser la façon dont sont échangés des actifs plutôt que d'avoir une partie centrale, hein, comme Euronext par exemple. Ben, il y a d'autres solutions qui permettent de faire ça de manière décentralisée, de manière très efficiente, de manière très rapide. Alors aujourd'hui, c'est pour transiter des cryptos, mais peut-être que demain, on pourra échanger des tokens, d'actions, d'obligations, de fonds immobiliers, de fonds de venture capital. Voilà. Donc comme ce projet est mature, on a pensé que c'était une bonne idée de vous en dire un peu plus et de vous montrer que qu'il y a vraiment de la valeur, hein, dans ces technologies. Non, absolument. Et je pense qu'ils font 540 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et ça, je veux dire, il y a deux façons d'analyser. On peut le comparer à Coinbase, qui est un échange crypto centralisé, pour voir quelle part de marché ils arrivent déjà à conquérir de Coinbase. Et il y a certains moments où il y a autant de volume qui transite sur Uniswap en Bitcoin que sur Coinbase. C'est-à-dire, un projet comme Uniswap décentralisé est capable de compétir d'égal à égal avec une boîte crypto, l'une des meilleures boîtes crypto qui soit, c'est Coinbase. Et le deuxième angle de lecture, c'est, moi, ce que je fais très souvent, je compare par exemple leurs revenus à ceux de Euronext ou de Nasdaq sur la partie trading. Et vous allez vous rendre compte qu'en termes d'ordre de grandeur, ils sont dans le même ordre de grandeur que par exemple Euronext Trading, en fait, sur la partie échange. Et c'est là où c'est intéressant parce que ça montre que en termes d'utilisation, on a franchi un cap. On a franchi un cap où on est capable de comparer leurs résultats à ceux d'entreprises bien pensées qui fonctionnent très bien et qui soutiennent l'infrastructure du monde tel qu'on le connaît. Et comme c'est une application décentralisée qui fournit un service d'échange, les uns et les autres payent pour utiliser le service de market making qu'ils font. Et donc, typiquement, Uniswap va avoir du revenu, ils vont avoir des dépenses, et on est capable d'avoir même un bottom line, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste après, c'est quoi le earning. Et de façon générale, comme tout ce qu'on a dit sur Ethereum, pour valoriser Uniswap, on est capable d'utiliser toutes les métriques habituelles qu'on utilisait, par exemple, pour analyser une boîte dans l'industrie financière, que ce soit des multiples de revenus ou que ce soit des DCF et tout ça. Et c'est là où ça devient très intéressant pour beaucoup d'acteurs. Et ici, ça c'est juste la somme des frais des frais payés aux applications décentralisées. Uniswap, c'est le premier, c'est le plus grand. Mais il n'y a pas qu'Uniswap, il y a aussi Lido, il y a Convex, il y a beaucoup d'applications construites comme ça, 100% en ligne, qui arrivent à faire des revenus dans l'ordre de 100 millions de dollars, voire plus en fait. Et pour nous, le revenu, c'est la meilleure preuve que des acteurs trouvent un intérêt économique à utiliser ces services et payent pour ce service. Et comme ces acteurs payent pour ce service, on peut mettre une opinion de valorisation en utilisant ces revenus et éventuellement tout ce qui vient après revenus et puis net income et tout ça. Donc, Ben, je pense on va arrêter la session Ouais, bien ici sûr, voilà. pour aujourd'hui et Et voir, ouais. bien sûr, bien sûr. Et encore une fois, il faut rappeler qu'on est encore au tout début, hein, de l'adoption de ces technologies. Donc, voilà, c'est un peu utilisé aujourd'hui. On a connu Internet qui nous a permis de digitaliser le transfert d'informations. On a ces technologies-là qui vont nous permettre d'aller à l'étape suivante, digitaliser le transfert de valeur. Donc, encore une fois, si on pense un peu à ces applications décentralisées qui ont vocation à être massivement adoptées, voilà, on pense vraiment qu'il y a beaucoup de valeur au sein de cette classe d'actifs. Donc, si vous avez des questions et réponses, vous pouvez les poser, hein, dans le Q&A qui est en bas, hein, questions et réponses.
Dans 2 semaines, on fera notre troisième session, où là, on va un peu plus parler de pourquoi on pense que le contexte actuel offre de bonnes opportunités. Voilà, donc vous allez recevoir les invitations comme d'habitude. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, on partagera les slides qui vous ont été présentés ainsi qu'un replay d'aujourd'hui lors de notre prochain mail d'invitation. Je ne vois pas de questions. Je recheck. Pas de questions. 14h42. Ouais. Ok, super. Merci à tous de votre présence. Et puis, à dans 2 semaines. Bonne journée. Merci, merci. Merci, Norman. Au revoir.